2026, une année de grandes surprises. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Bourse ou la Vie de Trends Tendance. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Guy Wagner. Guy, vous êtes le Chief Investment Officer de Banque de Luxembourg Investments. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons donc parler de surprises qui nous attendent en 2026, après un mois de janvier qui a déjà débuté vraiment, on peut le dire, sur les chapeaux de roue, notamment tout ce qui est l'actualité géopolitique internationale. Il y a eu quelques soubresauts, on va dire. Donc vous venez de publier un rapport qui analyse justement les tendances actuelles du marché et les perspectives qui s'en dégagent. Et donc on peut dire la première est peut-être la sous-performance de la grosse machine américaine. Wall Street se fait dépasser par l'Europe et par l'Asie. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Et c'était un peu aussi le cas sur l'année 2025. Est-ce que cette tendance est donc amenée à continuer en 2026? Est-ce que comme ça continuer à être surpris par cette tendance? Oui, moi personnellement, je pense que cette grande surperformance du marché américain qui a essentiellement débuté après la crise financière s'est terminée grosso modo en 2024. Donc la part du marché américain dans le marché mondial, à mon avis, était devenue disproportionnée. Ouais. Donc elle a atteint presque 70% fin 2024, ce qui est, même au vu du poids de l'économie américaine dans le monde, est à mon avis complètement démesuré. La dernière fois où j'avais vu un truc comme ça, c'était à la fin des années 80, lorsque le marché japonais à l'époque représentait 50% de l'indice mondial. Donc je pense que c'était démesuré, et je pense effectivement que maintenant, graduellement, avec aussi une certaine méfiance des investisseurs qui, surtout dans certaines régions du monde, qui deviennent de plus en plus grandes par rapport aux États-Unis, je pense que justement donc cette surperformance du marché américain touche à sa fin, ou est déjà terminée même. Donc il y aura une sorte de normalisation, un peu un retour sur des valeurs plus, on va dire, plus normales. Je dirais oui. Et en plus, il faut dire quand même que cette surperformance du marché américain tenait essentiellement à un nombre limité de valeurs. Donc, c'était bien sûr les grandes sociétés technologiques qui elles-mêmes représentent un poids démesuré dans l'indice américain. Et donc, effectivement, on peut peut-être s'attendre à ce que cette surperformance aussi de ces valeurs-là touche à sa fin, parce que ce qu'on voit dans le marché quand même, c'est que de plus en plus d'investisseurs commencent maintenant à poser des questions sur les énormes investissements que font ces sociétés dans l'intelligence artificielle. Ouais. De plus en plus, la question devient, mais où est le rendement sur ces investissements? Montrez-nous la rentabilité. Et jusqu'à présent, il faut bien le dire, les sociétés sont incapables de les montrer. Ok, tendance intéressante qui va évidemment suivre cette année. Et pour continuer un peu cet aspect, vous parlez aussi des devises. Les devises asiatiques devraient donc surperformer les devises occidentales, indiquez-vous dans le rapport. Donc un élément important, tout ça est un élément important à retenir aussi pour ceux qui investissent dans les marchés émergents, aussi une forte tendance en 2025, car si les taux de change changent, ça peut bien sûr influencer la performance du portefeuille et de l'élément sous-jacent. Donc quelles sont un peu les perspectives sur ce point de vue-là? Je pense effectivement que et là je vois ça plutôt comme une tendance structurelle, donc sur les années à venir, pas nécessairement sur les quelques semaines à venir. Je pense que on va vers une appréciation assez importante des devises asiatiques par rapport aux devises occidentales. Parce que quand on regarde en fait les objectifs déclarés finalement des deux grandes puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, les États-Unis, en tout cas sous l'actuelle administration, veulent réduire quelque peu la dépendance de l'économie sur la consommation, veulent plutôt encourager à nouveau la production. Et pour la Chine, c'est justement l'inverse. Dans le dernier plan à 5 ans, on dit clairement qu'on veut soutenir et développer la consommation domestique. Et si on veut vraiment réussir cela, ça voudrait dire bien sûr aussi que graduellement le déficit américain va diminuer, le déficit commercial, le surplus chinois va diminuer, donc on assisterait à un certain rééquilibrage de l'économie mondiale, mais tout ça nécessite une appréciation des monnaies asiatiques par rapport au dollar, et en l'occurrence aussi par rapport à l'euro. Et c'est pour ça que je pense que si vraiment on veut aller dans cette direction,
il faudra une appréciation des devises asiatiques. J'ai vu récemment que là maintenant, les autorités chinoises commencent à tolérer un renminbi un peu plus fort. Okay. Donc on va voir si ça va continuer. Mais encore une fois, ce sera une tendance sur les années à venir. Ce sera pas nécessairement quelque chose qui va être très rapide et se faire de manière très rapide et de manière très spectaculaire, donc ce sera plutôt graduel sur les années à venir. Les monnaies asiatiques sont dramatiquement sous-évaluées, et donc je pense que ça graduellement c'est corrigé. Ok, intéressant. Mais parlons aussi un peu d'une autre zone géographique, qui est une autre surprise aussi pour en ce moment en tout cas, donc c'est les marchés sud-américains. Ils n'ont pas vraiment été sur les radars des investisseurs ces dernières années, même plutôt oubliés, on peut le dire, par rapport à, par exemple, au marché asiatique qui ont été beaucoup plus en vogue. Mais ils sont en train de faire le retour en grâce, et qui est d'ailleurs assez remarqué un peu dans le milieu boursier en ce début d'année 2026. Et comment peut-on expliquer cet engouement et quelles sont les perspectives? Je pense que d'une manière générale, les perspectives sont favorables. Comme vous venez de le dire, ce n'est pas vraiment une région que beaucoup d'investisseurs ont vraiment sur leur radar. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, il y a un shift vers la droite, donc vers un abandon de ces politiques socialistes qui souvent étaient désastreuses vers des politiques plus favorables, appelons ça au business. Donc ça, c'est un élément important. Il y a bien sûr, pour certains pays, quand même, le support des États-Unis. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est clairement le cas. Et ensuite, entre-temps, il faut bien dire que ce soit en Amérique latine, ou en Asie, au cours des dernières années, en fait, on a mené des politiques monétaires et fiscales beaucoup plus orthodoxes que ce que nous on a fait à l'Ouest. Donc, on n'avait jamais expérimenté là-bas avec des taux négatifs, etc. Donc, on a des politiques monétaires qui sont restées relativement restrictives. Maintenant, il y a l'inflation qui commence à baisser dans la région, donc ça permettra aux banques centrales de diminuer leur taux d'intérêt. Ce sera normalement bon pour les marchés financiers, que ce soit les obligations ou les actions. Donc, je pense que c'est une région qui va commencer à nouveau à attirer un peu plus de capitaux. D'autant plus que pour l'instant, elle est complètement délaissée. Ok, donc les investisseurs veulent vraiment saisir ce marché encore méconnu. Tout à fait, oui. Ok. Il y a un autre point que vous abordez aussi dans vos perspectives, c'est l'or, notamment les marges bénéficiaires des compagnies orifères, donc les compagnies minières par exemple, qui travaillent ou transforment l'or. L'or a déjà gagné cette année déjà, sur ce début de mois de janvier, 16%. Elle vient même de dépasser la barre des $5,000 pour une première fois cette semaine, notamment au vu des tensions géopolitiques qui sont devenues plus fortes cette année, comme on l'a dit. Mais quelles pourraient être les surprises justement pour l'or? Et donc aussi les compagnies qui sont actives dans le secteur de l'or, mais est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle année phénoménale, ou est-ce que il y aurait quand même un peu des chances pour une certaine rechute? Je dirais, ça fait maintenant quelques années qu'on est très positif sur l'or, et on reste extrêmement positif sur l'or. Maintenant, une nouvelle année phénoménale, c'est toujours difficile à dire. C'est clair, si on regarde un graphique sur le cours de l'or, bon, ça fait un peu peur, et effectivement, on pourrait toujours dire une correction est toujours possible. Et quand je parle de correction, c'est pas nécessairement 5%, ça pourrait même être 20%. Ça ne casserait ou ça ne changerait rien du tout à la tendance haussière sur l'or. Mais bien sûr, sur le moment, ça ferait un peu mal. Donc, est-ce que les investisseurs, c'est souvent maintenant les questions que j'ai de la part de beaucoup d'investisseurs, est-ce que c'est le moment de prendre des bénéfices, etc. Moi, j'ai tendance à dire non, ce n'est pas le moment. Il faut éventuellement, s'il y a une telle correction, bon, il faut l'accepter. Mais aujourd'hui, prendre du bénéfice sur l'or, ce serait pour moi une spéculation, parce que, encore une fois, les éléments qui font pourquoi on était tellement positif sur l'or sont toujours là. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le monde est en train de fondamentalement changer. Il y a une partie importante du monde qui n'a plus confiance vraiment dans le dollar, qui veut réduire sa dépendance à l'égard du dollar. La Chine notamment, la banque centrale chinoise surtout. Et pour cette partie du monde, l'or constitue aujourd'hui un investissement de choix. Et donc, je pense que ça va continuer. Ensuite, il y a la demande financière, donc la demande des investisseurs, qui n'est finalement redevenue positive que vers le milieu de 2024. Donc, ça ne fait pas encore tellement longtemps. On voit aucun accès là-dedans. Donc, à nouveau, ça ne plaide pas nécessairement. En tout cas, ça ne confirme pas du tout l'idée que l'or serait dans une bulle spéculative. Au contraire, en fait, les investisseurs sont encore en retard. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que l'environnement
géopolitiques, économiques, financiers continuent à plaider en faveur de l'or. Donc, de ce point de vue, moi, je serais plutôt réticent à dire maintenant, juste parce que l'or a beaucoup monté, maintenant, il faut prendre des bénéfices. Et bien sûr, pour les entreprises aurifères, elles sont dans une situation idéale. Il y a d'un côté le cours de l'or, donc leur matière principale qui ne fait que monter. Et de l'autre côté, le coût de l'énergie, avec la baisse du pétrole qui a baissé. Donc, leur marge bénéficiaire explose. Elle génère énormément de free cash flow. En plus, elles font preuve d'une meilleure discipline en matière d'allocation du capital. Par le passé, souvent, lorsque l'or était élevé, elles faisaient n'importe quoi, des acquisitions très chères, etc. C'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc, je dirais que ce secteur reste un secteur qui est extrêmement intéressant et aussi pour 2026. On peut donc penser un peu la même chose pour l'argent aussi. L'argent, sincèrement, je m'y connais moi, parce qu'en fait, l'argent, une différence déjà avec l'or, c'est quand même que la demande industrielle pour l'argent est beaucoup plus importante. Et la demande industrielle, quelque part, est quand même sensible au cours. L'or, la demande, les achats des banques centrales, même la demande financière n'est pas tellement sensible au cours. La demande de l'industrie joaillière peut-être, mais celle-là est déjà de toute façon en forte baisse. Tandis que pour l'argent, les applications industrielles sont quand même plus importantes. Donc je ne pense pas nécessairement que ce soit exactement le même scénario. Maintenant, c'est clair qu'historiquement, on a toujours vu que lorsqu'il y a un marché haussier sur l'or, ça commence normalement avec l'or lui-même. Et plus tard, uniquement, il y a les entreprises aurifères qui commencent à monter et l'argent qui commence à monter. Mais donc, sur l'argent, je ne me considère pas du tout comme un spécialiste. Merci pour toutes vos réponses. Merci pour toute votre analyse sur ce sujet et ces perspectives qu'on peut avoir pour l'année 2026 et au-delà, bien sûr, avec des tendances plus grandes aussi qui s'amorcent. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute et à bientôt pour un autre épisode. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt.